Parfait, parfait, merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue aux rencontres philosophiques de la chapelle Saint-Luc. On ne va pas sacrifier à la coutume qui fait qu'on attend souvent un quart d'heure, le fameux quart d'heure troyen. Je crois qu'on peut commencer. Je remercie encore la chapelle Saint-Luc pour l'organisation de la soirée. Merci à madame Le Borne-Godard et à toute l'équipe de la communication, bien sûr. Tout le monde doit disposer d'un petit livret qui est la conférence, avec en plus d'autres choses. Je pense qu'il y a plus dans le livret qu'il n'y aura dans la conférence. Je crois que le thème s'y prêtait, le complotisme, c'est immense. Ça n'est pas un thème philosophique. On va essayer d'avoir un regard philosophique dessus, je pense qu'il le faut même. Et il y a plein d'éléments géographiques, historiques, qui s'y rapportent. Et donc, c'est une sorte de petit dossier, vous pourrez piocher dedans, je pense, avec des références bibliographiques multiples pour étoffer un peu le thème. N'hésitez pas, évidemment, mesdames, messieurs, pendant le propos, de m'interrompre. Hein. Évidemment, le rêve, ce serait qu'il y ait un dialogue comme chez Platon. Bon, c'est difficile à obtenir, évidemment, parce que souvent, il vous vient à l'esprit une question et vous n'osez pas la poser parce que ce n'est pas la fin de la conférence, mais quand arrive la fin de la conférence, c'est un peu trop tard. La question ne correspond plus à ce qu'on était en train de dire. Eh bien, je vais donner une sorte de plan, quand même un peu en gros, pour qu'on puisse un peu s'y retrouver. Je le mets de côté, par ici. On va commencer sérieusement à se demander si ça vaut la peine de s'interroger sur le complotisme. Est-ce que c'est bien sérieux? Apparemment, non. Bon. Et puis ensuite, on essaiera quand même de définir, parce que il y a des raisons de s'y intéresser, définir le complotisme d'un point de vue historique, et nous aurons des difficultés à le faire. Ce n'est pas facile de savoir ce qui est propre au complotisme. Et alors, pour pouvoir s'entendre sur ce que c'est, le mieux, c'est de prendre un exemple. Et l'exemple que mes élèves préfèrent, parce que j'ai des élèves qui croient, ce sont les Illuminati. Donc l'exemple des Illuminati, c'est un mot latin qui signifie ceux qui sont illuminés. D'ailleurs, au cas où ça vous paraisse bizarre comme exemple, tout de suite, je peux peut-être vous donner un chiffre sur les Illuminati. Voilà, page 4 de votre ouvrage, juste le début. Je lis, hein. Ce qui justifie le choix de cet exemple, c'est une étude Ipsos réalisée en mai 2014 sur un panel de plusieurs individus et qui établit que 20% des Français croient à l'existence actuelle des Illuminati, qui sont des individus qui regrouperaient les principaux dirigeants de la planète, individus cachés qu'on ne voit jamais, bien sûr. Sauf peut-être quelquefois, peut-être Barack Obama, avec ses gestes un peu saccadés, là. C'est ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous savez. Hein. Quand il parle, il y a des gestes un peu bizarres, et même les yeux, je ne sais pas s'ils ne sont pas un peu... Est-ce qu'il ne serait pas reptilien? Donc il y a une partie des Américains qui pensent que Barack Obama est un reptilien. En plus, il est un peu noir. Alors donc, on aura une difficulté pour définir, on le fera après l'exemple des Illuminati. On trouvera 3 critères, quand même assez précis, de définition de la forme extrême du complotisme. Parce qu'on verra qu'il y a des degrés. Hein. Il y a la rumeur, qui n'est pas vraiment
graves, quoi. Et puis les formes extrêmes où vraiment là, les personnes fabriquent tout un mythe, toute une idéologie, et on va s'attaquer un peu à cette forme extrême. Donc, 3 critères de définition qui sont assez précis. Et puis, ça entraînera, encore une fois, 3 raisons, c'est un hasard, hein, si c'est toujours 3, 3 raisons pour lesquelles le complotisme est une chose dangereuse, qui mérite d'être dénoncée d'un point de vue, pas seulement scientifique, mais je pense d'un point de vue politique. Hein, c'est le thème de ce soir. Pourquoi le complotisme est-il politiquement dangereux, et pas seulement scientifiquement? Et je crois que sous sa forme extrême, il l'est. Et on en a encore vu tout récemment des petits exemplaires, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, enfin, pas sous une forme extrême, mais enfin, Ali Juppé. C'est pas, il y a des, je n'ai pas vu ces photos, mais il paraît que sur les réseaux sociaux, comme on dit maintenant, on a vu Alain Juppé, rebaptisé Ali Juppé, entouré de salafistes. Et il prétend, cet homme politique français important quand même, que ça a joué pour l'élection. Je ne suis pas capable de savoir si ça a vraiment joué. Il le dit. Bon. Pendant que je suis dans les petites choses qui préparent, là, c'est dans le Monde d'hier ou d'avant-hier, j'ai vu un article sur les fake news. On fait un peu d'anglais aussi, un peu. Les fake news. Donc les fausses nouvelles qui circulent sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, donc Google, surtout Facebook, mais les autres aussi, et qui ont été apparemment déterminants pour l'élection américaine. J'ai découpé le papier, parce que c'est pour les personnes qui voudraient le voir après, c'est tout récent. Hein. Bon, c'est assez long quand même, il y a assez documenté, avec toute une enquête, et j'ai appris, je ne savais pas, une enquête du New York Times qui a cherché à savoir qui lançait les fausses nouvelles. Et ce sont des personnes qu'on trouve en Géorgie, en Macédoine, des jeunes gens désœuvrés, mais créatifs et technologiquement agiles. Dans quel but, à votre avis, font-ils cela? Lancer des fausses rumeurs, des fake news? Exister, sans doute, mais de manière concrète, alors. Mais en France, on a le Gorafi qui fait ça, et c'est par dérision, en fait. Oui. Si c'est de la dérision, c'est bien. Oui, n'empêche que les gens y croient, parce que c'est bien ficelé, les articles qui sortent. Ah, alors, ceux qui font cela, le font-ils pour être crus ou pour se moquer? Ben, le problème, c'est qu'au départ, ils font pour se moquer, mais les gens y croient. Ah, intéressant. Vous n'êtes pas à discerner le vrai du faux. C'est le problème de ce soir, un peu. Voilà, je crois que ce qui rend intéressant cette interrogation de ce soir sur le complotisme, c'est la question de savoir distinguer le vrai du faux. Absolument. Et donc on va devoir faire un peu d'épistémologie, de la théorie de la science. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse scientifique, etc. Est-ce qu'il est vrai que la Terre est ronde, par exemple? Pas sûr. Bon. On verra. Très bien. Je termine sur ces lanceurs de fake news. Donc l'article signé de Mme Sylvie Kaufmann dit que ces jeunes gens qui lancent ces fausses nouvelles gagnent leur vie. Pour la raison toute bête que plus une fausse nouvelle est lue, cliquée, plus les publicités qui sont liées rapportent de l'argent à ceux qui lancent la nouvelle. Donc ils gagnent leur vie. Vous voyez, monsieur, ils existent pour gagner leur vie, vraiment. C'est bon. Hein, n'est-ce pas ? Chaque clic augmente la valeur marchande en termes d'espace publicitaire. Bien, alors une fois qu'on aura réussi à définir le complotisme, je termine le plan, n'est-ce pas ? On va se dire que nous allons pouvoir réfuter le complotisme. Donc, montrer qu'il est faux, en prouver, en démontrer la fausseté. Et la surprise qu'on va avoir,
c'est qu'on ne peut pas, très bien, absolument. C'est très compliqué, on ne peut pas réfuter. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Faire un complot contre le complot. C'est un vrai problème difficile à résoudre. Alors moi, je propose après, c'est là où l'école peut être décisive, de cette hypothèse que, faute de pouvoir réfuter les complotistes, au sens extrême du complotisme évidemment, il nous reste à apprendre aux jeunes, à la jeune population, ce que c'est que faire de la science, ce que c'est que faire de l'histoire, du journalisme, et donner sa juste place à la science. Et là, ce sera intéressant parce que je crois que les complotistes ont des préjugés sur la science. Ils prêtent à la science une valeur de vérité totale, absolue. Mais ce n'est pas ça la science. Je crois qu'il faudra dire ce soir que la science est décevante. Elle déçoit notre attente. Je crois que les gens ont envie de grandes vérités absolues, de vérités philosophiques. C'est ça, la philosophie, elle cherche, n'est-ce pas, des vérités qui soient absolues. Et il y a une confusion entre la physique, entre les sciences, disons la physique surtout, et la métaphysique, qui est typique, je crois, chez les complotistes. Alors, si la science est décevante, comment fait-on? Pas facile. Je crois qu'il faudra accepter que la science ne peut pas réfuter, que même quand elle est comprise et connue, ça ne va pas nous faire connaître la vérité absolue, toujours une vérité fragile, modeste. Et donc, peut-être qu'il faudra accepter qu'il y ait une place pour de la croyance. Alors, savoir donner sa place à la croyance sans en faire une vérité. Hein. Mais on ne peut pas échapper à cela. Il y aura toujours de la superstition, de la croyance, en dépit des progrès de la science et de la démocratie. Et on va y insister, d'autant plus avec l'Internet. Et ce sera la conclusion un peu de la conférence de ce soir. Le complotisme a encore de beaux jours devant lui. Ne fût-ce qu'en raison de l'existence de l'Internet, qui multiplie les occasions des fake news, donc des fausses nouvelles, mais des rumeurs et des contre-vérités, bien intentionnées ou pas d'ailleurs. Hein. Donc conclusion difficile. Alors, nous commençons le déroulé. Est-ce que c'est la peine de s'interroger sur le complotisme? Apparemment, non. Les reptiliens. Ça fait rire. Obama reptilien. Alors, on voit parfois des photos, quelqu'un qui avec une grande langue qui sort, là. Bon, ce sont des montages, enfin. On verra que ce n'est pas facile de montrer que c'est un montage. Hein. Nous verrons. Donc je commence tout de suite par citer, vous verrez dans les premières pages des petits documents, un des auteurs qui, je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais qui a beaucoup contribué à la divulgation de la pensée complotiste, c'est Dan Brown. N'est-ce pas? Il y a eu des films, des romans, donc Anges et démons en 2000, et puis le Da Vinci Code en 2003. Je crois même que c'est repassé il n'y a pas très longtemps à la télévision. Et à la fin du document, je cite un inspecteur général de l'Éducation nationale, un IG, professeur d'histoire que j'ai eu l'occasion d'écouter à Paris, parler des Illuminati. Hein, c'est là que j'ai un peu découvert ce que c'était les Illuminati. Et il disait que quand on lit Brown, on se met à douter. Hein. C'est très bien fait. C'est très bien fait. On se met à voir un peu des signes partout. Donc à douter. Mais si on se met à douter, c'est bien, non? La science, l'esprit scientifique, est-ce que c'est pas savoir douter? La philosophie, est-ce qu'elle ne commence pas par le doute? Et les premiers philosophes, ce sont les sceptiques. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est peut-être une des meilleures raisons qui fait que le complotisme pose des problèmes philosophiques, c'est qu'ils se prétendent au moins autant scientifiques que les scientifiques.
ils pratiquent le doute eux aussi. Pendant que je vois que madame est en train d'éteindre son téléphone, j'en profite peut-être pour éteindre le mien aussi, parce que je crois que je ne l'ai pas. Je n'ai peut-être pas éteint. Pardonnez-moi. Je profite de la chose pour dire aussi, ces petites machines que nous avons là, qui font ces bruits là, petite parenthèse comme ça, mais comme l'Internet, ça concourt aussi à nous séparer de ce que c'est que la science, parce qu'elle fait des choses tellement extraordinaires qu'on dirait, pour nous qui sommes de simples usagers, on dirait de la magie. Et alors, si la science nous fait entrer dans un monde qui ressemble à de la magie, on envoie des SMS, là, en une seconde, c'est à l'autre bout du monde. Mais comment c'est possible? N'est-ce pas? Après tout, alors, tout est crédible. On est prêt à croire n'importe quoi. Et je pense, là, c'est peut-être un des points faibles de ma conférence. Je me suis rendu compte de ça un petit peu après, parce qu'elle a été préparée il y a à peu près 15 jours. Bon. J'aurais peut-être dû insister davantage là-dessus aussi, le fait que le monde de la science est incroyable. La vérité scientifique n'est pas une vérité qui est facile à croire. Quand on parle de l'énergie nucléaire, quelques kilos de matière qui déploient une telle énergie, qui font exploser des villes, c'était absolument impensable il y a quelques années. Hein. Bon. Donc peut-être là, c'est encore une fois le rôle de l'école, on y reviendra là aussi. En tout cas, autant il peut sembler pas sérieux de s'occuper des questions de complotisme, parce que ça a l'air un peu délirant, les reptiliens, etc. Bon, et comique, comme la superstition, comme la croyance aux fantômes ou l'astrologie, bon, qui ne sont pas dangereuses d'un point de vue politique. Autant... Sauf quand c'est une tireuse de cartes qui est copine du président, quand même. D'un point de vue politique. Oui, oui c'est vrai. Un président de la République française consultait une astrologue, paraît-il, avant de prendre ses décisions. François Mitterrand, c'est ça, oui, apparemment. Oui, c'est choquant. Moi, je pense que c'est choquant. Oui. Non pas que l'astrologie soit une chose forcément fausse, enfin, c'est pas ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Elle a sûrement une grande valeur symbolique. Mais de là à prétendre prédire l'avenir de manière précise, c'est un peu difficile, hein, évidemment. D'ailleurs, ils ne le font jamais. Les astrologues ne font jamais ça. Précisément. Vous voyez la raison qui est toute bête, non? Peut-être? La raison pour laquelle les astrologues ne prédisent pas l'avenir. Non. Il y a une raison plus simple. Je ne sais pas. Mademoiselle, oui. Oui, et vous derrière, qu'est-ce que vous... Et alors, justement? Parce que sinon, si on nous dit demain à 11h on a un accident au carrefour de l'Europe, on n'y va pas. Et donc notre avenir, ça n'aura pas été l'accident au carrefour de l'Europe, ça aura été d'être ailleurs. Donc ça rejoint ce que vous dites, c'est ça. C'est ce que vous dites. L'avenir ne peut pas être prédit exactement. Bien dit. Bien dit. Oui, c'est ça. Très bien. Oui. Mais enfin, quand on regarde les théories scientifiques de l'espace-temps et que vous remontez dans le temps, enfin, c'est quand même assez flou cette notion de temps. Moi, je dirais qu'il ne faut pas exprimer une certitude absolue sur le fait qu'il n'y a pas des choses tracées. Moi, je ne sais pas s'il y a des choses tracées ou pas, en fait. Concernant le destin humain ou l'avenir tout court? L'avenir tout court. Ah, alors je pense pour peut-être répondre là, concernant l'avenir tout court, physique, on peut prédire, n'est-ce pas? Les éclipses, on peut les prédire à la minute près. Les marées à la minute près, c'est extraordinaire d'ailleurs. Hein. Si vous allez en Bretagne, il y a un horaire à la minute près.
Si vous pensez que ce n'est pas vrai, mettez-vous au bord, vous verrez. J'ai fait l'expérience. Je n'y croyais pas, je me dis, il y a une erreur. À 16h46, ça commence. Non, j'étais vraiment au bord, là. Ça y est, mon journal était mouillé. Ma radio aussi a failli. Non, mais vraiment, ça commence vraiment à l'heure précise. C'est très curieux. Donc, en effet, vous avez tout à fait raison. On peut prédire, prévoir. En revanche, l'avenir humain. De l'humanité? Oui, ben même demain, on ne peut pas prédire rien. Sinon, ça correspond à ce que les mesdames ont dit, là, les deux personnes ont dit. Le fait même de savoir l'avenir fait qu'on peut, comme nous sommes libres, y échapper. On existe d'abord dans l'instant présent. Il y a ça, voilà. Mais bon, il y a bien une partie de l'avenir qui apparemment est certaine, mais... La mort? Si. Si. En gros. Alors après, oui. Les philosophes se divisent pour savoir si la mort ne sera jamais pour nous une expérience. Il y a beaucoup de philosophes qui disent ça. Hein. Quand la mort arrive, nous, on n'est plus là. Parce s'il est vrai que pour nous, vivre et penser, c'est sentir. Donc si la sensation cesse, bon. On n'est plus là parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Alors d'autres philosophes disent qu'il est possible qu'il y ait en nous quelque chose d'immatériel et d'immortel qui échappe. Bon, alors, mais si on entre dans cette question, ce sera peut-être une autre conférence. Donc, pour terminer avec ce premier point, juste une petite chose, hein, bien cadrer un peu le thème, il ne faut pas dire qu'une théorie du complot est toujours quelque chose de fantaisiste, comme une superstition. Il y a vraiment des complots qui sont possibles. Le 11 septembre, c'était un complot mondial, caché, secret. Alors ceux qui sont les Saoudiens. Ah, ce ne sont pas les Saoudiens qui ont fait... Ah, Si, non, vous avez le droit. Alors vous êtes... Il y a eu d'autres scénarios, enfin d'autres scénarios. Ah, c'est ça. Hein, oui. Hein, puisque voilà. Bien sûr. Alors il y a... On sait qu'il y a des agences au niveau international qui sont capables de manipuler qui que ce soit, où que ce soit. Et voilà le climat dans lequel peut naître et jaillir la pensée complotiste, bien sûr. Là, les Illuminati disent qu'en effet, ce sont les Américains, enfin, des Juifs riches. C'est toujours un peu les Juifs qui sont derrière, hein, qui ont fait les choses. Bon. Alors, il y a un complot, mais pour eux, ceux qui pensent que les Illuminati existent, mais ce ne sont pas les Saoudiens. Les Saoudiens sont très riches aussi. Comment? Les Saoudiens sont riches aussi. Riches en Argent. Oui, ah mais ils ont du pouvoir. C'est ça. Ah, c'est pour ça que, là aussi, c'est le bas de la première page, hein, dans le petit document. Il est vrai qu'il y a des complots, ça existe vraiment, de grande ampleur, cachés pendant des années, ça a existé, bien sûr. On en aura quelques exemples après. Tout le monde pense à Kennedy, De Gaulle, qui a failli aussi être général de Gaulle, n'est-ce pas? Assassiné. Et puis, il est vrai qu'il existe des personnes très puissantes politiquement, riches, comme vous dites, comme les Saoudiens, qui ont un pouvoir sur le cours de l'histoire plus grand que le nôtre, qui sommes de simples citoyens, et dont les actions doivent être tenues secrètes pour pouvoir aboutir. Sans doute, n'est-ce pas? On apprend après coup, les historiens font ça, hein, qu'il y avait en effet des hommes qui pouvaient infléchir le cours de l'histoire, à eux seuls. Donc la possibilité de complot de très grande ampleur n'est pas une idée sotte, ou bête, ou stupide, ou ignorante. Et une dernière chose pour montrer quand même que ça vaut la peine de s'intéresser au complotisme, alors j'ai déjà un petit peu signalé, c'est le fait qu'ils se prétendent plus scientifiques que les scientifiques, avec un doute qu'ils vont pratiquer partout, interpréter des signes partout, mais il y a aussi le fait que parfois les journalistes ne font pas tout leur travail.
Alors là, il faut insister sur ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, avec Wikileaks, des choses comme ça. C'est tout à fait étonnant ce qui a été révélé par M. Assange, par M. Snowden, concernant des écoutes secrètes faites par les Américains, etc. Et puis des documents diplomatiques secrets dont personne n'avait entendu parler. Quand on apprend que le président de la République est sur écoute, de la part d'Américains, c'est un peu étonnant quand même, hein, c'est sûr. Alors une petite chose, dans le titre, j'ai marqué « Le complotisme est-il une menace contre le droit de libre expression républicain ?» Sur la signification de cette expression, il n'y a pas trop de difficultés, je pense. Hein. Je le dis rapidement dans la page 2. C'est ce qu'on appelle la modernité ou la sécularisation. En gros, depuis quoi? La Renaissance, en Europe, après ça a envahi le monde, aussi bien pour la science, la vérité, le savoir, aussi bien pour la politique et le droit, donc la question de la justice, et aussi bien dans le domaine des arts, ça n'est plus la religion qui a dit la vérité, ce sont les hommes. Donc on a vu les hommes demander le droit de raisonner par eux-mêmes à propos de la vérité scientifique. Alors l'affaire Galilée, tout le monde a ça en tête, n'est-ce pas? Bref, le mouvement des Lumières, dans les arts aussi, l'art n'est plus sacré et religieux, l'art est devenu quelque chose de profane maintenant, n'est-ce pas? C'est très nouveau, il faut toujours s'en souvenir. Et à propos de la politique, la loi n'est pas celle de Dieu. Le monarque de droit divin, c'est fini. Donc, n'est-ce pas, aussi bien pour la vérité, pour la beauté, pour la justice, c'est la raison qui est devenue libre, autonome, et c'est ce qu'on appelle les Lumières ou la sécularisation. Bon. Et comment se manifeste ce droit de la raison? Par la libre expression publique. Alors c'est le Parlement, déjà, on parlemente au Parlement, n'est-ce pas? Mais la presse, bien sûr. Je n'insiste pas, mais ceci est très connu, il faut le rappeler, en sciences, en politique, et même en art, la critique d'art. On voit partout la raison librement s'exprimer. Et c'est comme ça que ça avance. Être moderne, c'est dire je suis autant que possible, je suis hein, la raison, grâce à un débat public libre, dans tous les domaines. Ce n'est pas forcément contre la religion, non, mais ça peut laisser sa place à la religion, c'est ce qu'on appelle la laïcité, bien sûr, hein. Mais ce n'est plus la religion qui a la vérité toute faite, la religion révélée. Je parle des religions révélées, parce que peut-être qu'il y a encore d'autres religions qui ne sont pas forcément révélées. Voilà, alors les théories du complot, je pense, refusent la modernité. Ils doutent de ça, ils doutent. Les journaux ne disent pas la vérité. Les apparences sont trompeuses. Les scientifiques eux-mêmes sont payés. Ils sont complices. Alors, un seul exemple, quand on pense que les traînées blanches dans le ciel que laissent les avions servent à un épandage qui modifie la pensée de la population ou qui a pour but de supprimer les naissances. Enfin, il y a plusieurs conséquences données, hein, enfin, interprétations données à ce phénomène-là. Mais donc, il y a, alors j'ai donné en bas de page, selon un sondage Harris, page 2 tout à fait en bas, hein, en 2016, juin 2016, en France, donc un sondage sur 2000 personnes, 22% des Français croient que les traînées blanches dans le ciel laissées par les avions cachent des opérations d'empoisonnement chimique. Pas mal quand même, 22. 22%. Bon. Alors les scientifiques vont venir, non, 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 ce sont des traînées de condensation. Alors l'argument de ceux qui y croient, qu'il y a un complot, c'est pourquoi ça n'apparaît pas toujours? Alors c'est vrai, parfois on voit les traînées, parfois on ne les voit pas. C'est bien la preuve que c'est volontaire. Oui. Alors les scientifiques disent, non, non, mais c'est parce qu'il faut des conditions d'humidité, de pression et de... Et on verra que ça ne marche pas. Un complotiste à qui vous donnez des raisons comme ça ne marche pas. Ce qui rend la chose embêtante. Vraiment, c'est ça qu'on va un peu découvrir. Ils sont hyper critiques, si on ose dire.
ou peut-être pas tant que ça. Oui, c'est ça, alors, c'est ça. Vous avez fait le signe comme ça, là, c'est très bien. Et je pense qu'ils ne sont pas critiques envers eux-mêmes. Ils sont hyper critiques, mais au fond, je pense qu'ils ne sont pas capables de douter de leurs doutes, comme le font les philosophes. Ça, c'est pour plus tard. Je crois que les vrais philosophes doutent vraiment, et comme ils doutent de tout, ils doutent aussi de leurs doutes. Ce qui change tout, quand même. Bon. Et donc, nous allons procéder un peu suivant le plan. J'irai assez vite sur les Illuminati, parce que vous avez tout un dossier dans votre document que vous pourrez lire, pour ne pas trop rallonger et perdre un peu de temps. Et le but, c'est d'arriver à réfuter. Alors, pour montrer que ça vaut la peine de réfuter, alors, ce n'est pas exactement un complot, mais j'ai un exemple en tête qui m'a quand même amusé, que je vous propose. Ça se passait à Apostrophe, il y a très longtemps, forcément. Hein. Bon. Il y a peut-être des jeunes ici qui n'ont jamais pu voir l'émission Apostrophe de Bernard Pivot à la télévision. Je ne sais pas. Mais je n'oublierai jamais. Alors, c'est ma mémoire, hein, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'elle est fidèle parce que ça m'a tellement frappé que je l'ai raconté plusieurs fois. Donc, il recevait des divers auteurs d'ouvrages, plus ou moins savants, et donc M. Jacques Soustel, homme politique français assez connu, est spécialiste des Aztèques. Et Jacques Soustel dit, à un moment donné, il y a une chose qui m'intéresse chez les Aztèques, c'est ces grandes pistes-là, ces grandes cours, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis il y a des pierres à côté avec des sortes de têtes, on dirait des casques, là, c'est bizarre. Moi, mon hypothèse, Jacques Soustel, c'est le spécialiste des Aztèques, hein, historien très sérieux, hein, érudit, agrégé de ceci et de cela, docteur de ceci et de cela, donc quelqu'un qui avait toutes les autorités scientifiques. Je pense que c'est une piste d'atterrissage pour extraterrestres. C'est connu ça. Ah, vous le saviez? Ah, je le savais, oui. J'ai entendu, oui, ça circulait une époque. Voilà. Il y avait toute une collection de livres de poche qui s'appelait Côté mystérieux ou je sais pas quoi. Oui, on avait ça à Saint-Largo. Pourquoi pas? Très bien, alors, je vous... C'est ça. Je vous soumets, cher public, je vous soumets donc à un contrôle des connaissances. Et si vous répondez, vous aurez le droit de venir à la prochaine conférence. Comment réfuter? Comment réfuter cette hypothèse? Parce qu'il se trouve qu'il y a un petit bonhomme dans l'assemblée des invités de Bernard Pivot qui avait écrit un bouquin sur la soupe en Bresse, je crois. Les soupes, comment on fait des soupes? Un petit bonhomme là qui ne payait pas de mine, tout maigre là, qui à un moment donné a posé une question, une seule question, et c'était extraordinaire. Jacques Soustel a tremblé, il a pris ses lunettes, et il n'a plus rien dit de la soirée. Il a été réfuté. C'est le caillou de la chaussure. Ah oui, mais quel caillou? Je pense que vous pouvez trouver le caillou. Si, en réfléchissant un peu, ça ne saute pas aux yeux, hein, mais je pense que c'est vraiment, c'est rationnel, quoi. Il y a un raisonnement. Donc l'hypothèse de M. Soustel, c'est que ces grands espaces sont des pistes d'atterrissage pour extraterrestres. Et pourquoi ils ont besoin de pistes pour atterrir? Ils ne peuvent pas descendre comme ça. On approche. Comme des hélicoptères. On approche. Oui. Ils n'ont pas besoin d'espace pour atterrir. Ou ils n'ont pas de pesanteur, ou il y a un problème de pesanteur qui ne leur pose pas de problème. Enfin... Donc oui, s'ils étaient très très savants, ils auraient pu atterrir directement à la verticale. Il y a des avions comme ça. Hein. C'est ça. Bah oui, comme ici. Oui. Mais non. Il leur fallait des pistes d'atterrissage, quand même. Jacques Soustel, quand même, il s'y connaît un peu. Hein. Il fallait des pistes d'atterrissage. Qui leur aurait fabriqué? On approche. Tout près. Ah, vous voulez dire fabriquer quoi? La piste d'atterrissage. Ah, vous y êtes presque. Parce qu'il aurait fallu avoir la preuve de la résistance pour fabriquer, non? Il aurait fallu qu'il fasse C'est l'autorisation. presque ça. Bah, il fallait qu'ils soient déjà venus, peut-être. Ah ben vous avez trouvé là. Bah ouais. Vous avez trouvé. Il fallait qu'ils soient déjà là. Le petit monsieur là, tout, avec sa petite barbe blanche là, tout maigre, avec sa soupe là, il a posé une seule question. Et la première fois, comment ils ont fait? Si c'est eux qui ont construit la piste pour atterrir, il fallait bien qu'ils aient d'abord atterri une première fois. Sur quoi? Non mais c'était extraordinaire, c'était vraiment bien.
C'est tout, hein. Mais la première fois, monsieur Soustelle, le grand savant Soustelle, et il n'a pas pu répondre. Hein. Voilà. Alors, ce serait bien. C'est pas Raël Pardon. qui a construit un centre pour accueillir les extraterrestres. Il a construit un truc comme ça pour les accueillir. C'est pas Raël? Ah oui, d'accord. Possible. Possible. En tout cas, voilà, on rêverait de pouvoir réfuter aussi facilement que ce petit monsieur, là, spécialiste des soupes bressoises, je ne sais pas comment on dit, les Illuminati. Mais il est bien possible que nous ne le puissions pas. En tout cas, voilà, quand on dit réfuter, c'est fort. Il y a un argument hein, qui est convaincant. Sinon, ce n'est pas une réfutation. Bien, alors, les difficultés de la définition, je vais un peu plus vite parce que vous pourrez le lire. On croit que les complotistes sont des personnes qui font des complots à grande échelle et que c'est ça, être complotiste. Non, pas du tout. Ce n'est pas le fait d'être complotiste qui fait qu'il y ait des complots qui fait qu'on est complotiste. Il y a des complots à grande échelle. L'histoire abonde d'exemples de complots qui souvent d'ailleurs dépassent l'imagination. Donc c'est quelque chose de plus que le complot. On peut dire aussi le secret. Les complotistes, c'est des complots qui sont secrets. Non, ça ne suffit pas. Des secrets, il y en a. Je pense même que tout pouvoir politique a besoin de secrets. Il faut des agents secrets, il faut des délibérations secrètes. Tout ça, vous l'avez à la page 3, enfin, vous verrez. Hein, les services diplomatiques, etc. Alors on va dire que c'est la superstition. Non. Les ufologues ou ceux qui croient aux ovnis sont peut-être sans doute des superstitieux. Ou les spiritistes, ceux qui, comme Victor Hugo, il le faisait tourner les tables, ils sont un peu superstitieux. Est-ce que c'est ça, être complotiste? Non, pas du tout. Victor Hugo était par ailleurs un républicain convaincu. Et puis on peut être superstitieux et être un bon citoyen qui participe à la vie politique sans du tout douter des journaux, etc. N'est-ce pas? Apparemment, hein, il y a une coupure quand même entre les deux. Une troisième difficulté, plutôt une quatrième, pardon, c'est le fait qu'il y a des degrés. Alors je cite donc un des spécialistes en France de ces questions-là, M. Taguieff, qui repère 5 degrés de complotisme. Le plus bas, c'est la rumeur. On est tous, malheureusement, capables un jour de tomber dans ces rumeurs-là. Hein. Ça va vite. Hein. Bon. C'était le cas pour l'élection américaine, hein, enfin de ce que rapporte madame dans le journal que j'ai lu l'autre jour. Là. Vous voyez, Obama est né au Kenya, Hillary Clinton est atteinte d'une maladie mortelle, Donald Trump est vainqueur par du vote populaire. Tout ça est faux. C'est circulé sur les réseaux et les gens y ont cru. Bon, Mme Clinton n'était pas malade d'une maladie mortelle. Elle était malade. Donc la rumeur, qui nous guette un peu chacun. Après, il y a la peur du complot. Déjà, quand on commence à avoir peur, on devient méfiant, on se met à interpréter des signes. Après, carrément, l'hypothèse du complot. Elle va faire travailler les sociologues, les journalistes, les historiens pour essayer de vérifier l'hypothèse. L'imaginaire du complot, on commence déjà à imaginer, on raconte, il y a des récits. Et puis enfin, le plus haut degré, le mythe ou l'idéologie du complot. Alors un mythe qui est bien formé, comme par exemple les Illuminati. Alors on vient à eux, je crois que c'est le mieux, commencer par un exemple pour pouvoir caractériser le complotisme. Alors comme c'est un peu long et que le temps a passé, je vous laisserai lire le petit compte-rendu, ça fait 1 page et demie, à la fin du dossier, vous verrez, hein, de l'inspecteur général de l'éducation. Donc c'est à la page 15. En un mot, les Illuminati, ils étaient 300. Ça a duré 9 ans en Bavière. C'était des francs-maçons favorables aux Lumières,
pas du tout des personnes tournées vers la mystique ou l'irrationalité, pas du tout. C'est comme les francs-maçons d'ailleurs, des personnes qui sont au service de la raison. Hein, comme disent les francs-maçons, on a un Dieu, mais ce Dieu, c'est le gadelu. Tout le monde voit ce qu'est le gadelu. Le gadelu. L'univers est une merveilleuse architecture, une grande horloge. Mais il n'y a pas d'architecture sans architecte. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Et voilà, le grand architecte de l'univers, le gadelu. C'est ce que je dis. Ce sont les francs-maçons. Voilà. Et les Illuminati ne faisaient de Dieu que le grand architecte. Ce n'était pas du tout une secte mystique avec des comportements irrationnels ou sacrificiels. C'était des rationalistes. Et qui ont été interdits parce qu'à l'époque, évidemment, il y avait encore le pouvoir politique et religieux qui était trop puissant. Donc ça a duré 9 ans. Et ça aurait pu ne jamais être connu, ça aurait pu ne jamais arriver jusqu'à nous. Et j'aurais pu ne pas avoir des élèves, parce que j'en ai, hein, j'en vois 4 moins, qui croient dire comme faire. Hein. Et quand je commence à insuffler un peu le doute chez eux, monsieur, vous n'êtes pas un peu naïf quand même? Ils me disent ça. Qui croit dur comme fer et croit dur comme fer à quoi? Aux Illuminati. Mais ça fait quoi croire aux Illuminati? Très bien, très bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est jamais, en fait, c'est jamais très net, très clair. Oui, oui, oui. Croire à, Mais il y a des signes sur les billets. Tout ça. Mais comment? Où est-ce que ce sont? il y a des gens qui existent et qui s'intitulent eux-mêmes. Ah oui, oui. C'est ça ce à quoi ils croient? Ah oui, oui. Ça, Ah oui, oui. parce qu'il faut Il y a, savoir précisément il y a quelques hommes très puissants, cachés, il y a une grande finance. qui dominent le monde. Il y a une grande finance, ça, on ne peut pas le Ils sont nier. pas cachés, ceux-là. Maintenant, pour les appeler l'Illuminati autrement, il y a quand même de la grande finance Oui. qui rachète la presse. Et donc la presse ne dit pas ce qu'elle veut. Vous voyez, là, on glisse, là, ça va vite. Ce qui est en partie faux. Non, mais si vous dites que les journalistes ne font pas leur boulot, c'est terrible, quoi. Ils Bah, ont un peu les mains on a liées, l'impression enfin, qu'ils sont ils le moins- disent eux-mêmes. Hein. Ils le disent eux-mêmes. On a comme l'impression qu'ils sont moins neutres. Hein. On a l'impression qu'ils sont moins neutres. Mais si vraiment c'est le cas, c'est grave. Ouais, non, mais C'est grave. C'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Ils ont des patrons pour qui ils travaillent. Et malheureusement, bon, ils sont bien obligés d'être dans le courant de ce qu'on leur donne à penser, à écrire. Enfin, en tout cas, à écrire. Je crois que si vraiment vous avez des amis journalistes et que vous leur disiez ça, ils seront très fâchés. Ouais, je sais. Très, très fâchés. Oui, peut-être. Mais... Alors qu'ils s'auto-censurent peut-être un peu, mais qu'ils subissent des censures directes, ça c'est vraiment... Non, je ne pense pas, non. Il y a quand même eu des problèmes à la télévision, je ne sais pas si Oui. Alors quand même, enfin, le b.a.-ba du métier de journaliste, c'est que les faits d'abord, les commentaires après. Pour établir les faits, il y a des procédures. Ah non, surtout pas. Non mais ça qui est étonnant, j'ai découvert que la plupart des lycéens que je rencontre, auprès desquels j'ai fait encore quelques cours, ignorent ce que c'est que le métier de journaliste. Ils ne savent pas qu'il y a des procédures qui sont très proches de celles de l'historien. Par exemple, ce qu'on appelle une dépêche d'agence. Il faut qu'elle soit validée. Il y a des agences, n'est-ce pas, qui valident la dépêche d'agence. C'est plus dans la diffusion du choix de l'information. Alors après, bien sûr. Hein, c'est pas Mais- la véracité. La véracité, ça part en effet de fait. Mais la base, quand même, c'est la dépêche d'agence. Oui. Les faits. Oui. Et puis bien distinguer les commentaires et les faits. Un éditorial, ce n'est pas un reportage. Bien distinguer tout cela, n'est-ce pas? Et ce n'est pas appris dans les écoles. Mais il y a quand même des dépêches qui tombent qui sont fausses, du style Ça arrive. la mort de quelqu'un, Ça arrive. les journalistes répètent sans vérifier la source. Ça arrive, ça arrive. Non, mais qui... C'est juste, c'est C'est qu'on aussi Alors, peut-être davantage les journalistes de télévision. bon, RTL c'est pareil, nous sommes Oui. les premiers à vous l'annoncer. Oui, oui, peut-être, oui. Parce que BFM, c'est la vidéo. Oui, L'interview de Fidel Castro par Poivre d'Arvor, exact. C'est ça. qui Qui était un faux. monté, pièce, on a eu droit à peine une excuse, il aurait dû être viré quand même. Oui, pour ceux qui sont intéressés par cette question de
l'erreur faite par tous les journalistes sur la réalité, c'est le cas de Timisoara, en Roumanie, là, ce cimetière. Tous les journaux du monde ont dit, voyez, des atrocités du gouvernement c'est ça, roumain, et en vérité, c'était les villageois qui avaient sorti eux-mêmes les cadavres des... C'était à commenter. Mais ça... Oui, c'est ça. Oui. Donc, Timisoara, cimetière Timisoara. Oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, là, je dénombre un peu le nombre de phénomènes qui sont attribués actuellement aux Illuminati sur l'Internet, dans l'Internet. Donc, l'assassinat de Kennedy, bien sûr, le mensonge de l'alunissage de la navette Apollo, on va y revenir, les attentats du 11 septembre, le sida, etc., etc. Les Illuminati. Et puis il y a des chiffres, des signes qu'il faut déchiffrer. L'œil au cœur d'une pyramide, le compas, le nombre 666. Alors, je me suis amusé à mettre en note l'origine du nombre 666, n'est-ce pas, qui est ce qu'on appelle une gématrie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la gématrie ou la guématrie, il y a les deux. La guématrie ou la gématrie. Chez les Hébreux, chaque lettre correspond à un nombre. Et quand on fait le calcul numérique des lettres d'un mot, on additionne, on obtient un total. Si ce total est le même que celui d'un autre mot, pour lequel on fait donc le total des mêmes valeurs numériques des lettres, alors ces deux mots ont un lien secret. Par exemple, notre proverbe, on dit parfois dans le vin la vérité, il vino veritas, vient d'une guématrie ou d'une gématrie hébraïque. Alors je crois que c'est Aïn, le secret, et Sod, Sod, le secret, et Aïn, le vin. Quand on fait le total de chacune des lettres du mot hébreu Sod et du mot Aïn, c'est le même total. Donc, dans le pinard, la vérité. Mais avec les anagrammes, on a ça forcément. Mais c'est ça. Tous ces jeux-là sont... on entre dans le domaine non pas de l'explication rationnelle, mais de l'interprétation qui peut ne jamais s'arrêter. Hein. Chapitre 13, exactement, c'est marqué là. Oui. Et il y a deux gématries, une en hébreu et une en grec, qui donnent deux résultats différents. Voilà, vous verrez ça, c'est pas au bas de la page 4, bon, peu importe. Gématrie, c'est un mot qui est bizarre d'ailleurs, c'est un mot grec, c'est le mot géométrie qui a été repris par les penseurs juifs. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que ça n'a aucun rapport avec la géométrie. Bon, c'est comme ça. Alors, quels sont les trois critères maintenant qu'on peut isoler qui caractérisent les Illuminati? Les Illuminati, et donc si ça caractérise les Illuminati, ça va nous servir à caractériser toutes les pensées complotistes, au sens fort. Hein. Alors, c'est à la page donc, 4 et 5, vous verrez. Premièrement, la surinterprétation. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas du tout des personnes qui sont de purs imaginatifs, des gens qui n'observent pas. Au contraire, ils observent beaucoup, ils sont très attentifs, ils remarquent les détails. Ils partent de faits, de constats. Il ne faut pas commencer par leur dire « mais tu ne sais pas observer ». Ah, ils font que ça. Ils recherchent même dans les replis des phénomènes pour trouver la petite faille, le petit signe là, que personne n'avait encore remarqué. Mais leur défaut, c'est qu'à partir d'un fait qui est réel, qui est certain, ils vont surinterpréter. Non pas interpréter, mais surinterpréter. Lui faire dire beaucoup plus qu'il ne peut dire. Donc, c'est ça. C'est ça. Le diable ou Dieu, on ne sait pas, est dans le détail. Deuxième trait, dès qu'il y a une réunion de personnes importantes, savantes, qui ont un pouvoir financier, politique, juridique, culturel, plus ou moins secrète, alors là, pour eux, c'est un signe. Ouh. C'est du genre, on ne le voit jamais, Barouin, il est où?
Mais comme tout le monde, hein, je sais pas, il fait ses achats, il vit, quoi. Bon. Non, mais c'est peut-être un reptilien. C'est Barouin, non. Bon. Alors, comment appelle-t-on cette pensée qui prend des détails, des faits, et puis va inventer, ça c'est carrément inventé là, hein, une pensée qui va après être très cohérente. Donc le point de départ est, lui, très, très imaginatif, très irréel. Par contre, la suite va être très cohérente. Je ne sais pas si vous voyez le nom qu'on peut donner à cette pensée-là. Comme elle est très cohérente, elle est très difficile à réfuter d'un point de vue rationnel. Le point de départ est imaginaire, il est contre la réalité. Mais une fois que vous avez admis le point de départ, là, ce qu'on appelle les prémices, avec deux S, prémices avec deux E, donc les points de départ, c'est ça, oui. C'est ça, c'est le délire, c'est la paranoïa. Et le propre du grand délirant ou du grand paranoïaque, c'est qu'on ne peut pas le réfuter. Il a toujours raison. Enfin, je connaissais un cas comme ça, une personne qui pensait qu'il y avait, je résume l'histoire, qu'il y avait des espions là, dans la rue où nous étions. Et bon, je dis, mais vraiment, tu penses, il s'appelait Francis, tu penses, Francis, que ce sont vraiment des espions? Et je me décide d'aller les voir et leur demander. J'ai eu l'air un peu ridicule après. Parce qu'il m'a dit, écoute, franchement, tu ne penses pas si ce sont des espions? Tu crois qu'il t'aurait dit, oui, 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 nous sommes du KGB, c'était le KGB. Bon. C'est comme s'il dit qu'il y a des caméras cachées dans la salle. Ce n'est pas en ayant dit, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là, il n'y en a pas là, qu'on pourra dire, donc il n'y en a pas. On ne peut pas. Il n'y a pas de preuve, en science on dit il n'y a pas de preuve négative. On ne peut pas prouver qu'il n'y a pas quelque chose. Comment voulez-vous réfuter les délirants? Bon. Et puis enfin, et c'est le troisième point, après le délire ou la paranoïa, c'est le même mot, hein. C'est d'ailleurs des mots assez drôles. Délirer, lira en latin c'est le sillon, délirer c'est être à côté du sillon. Et para en grec, c'est être à côté, un parallèle, et noia, c'est la pensée. On pense à côté de ses pompes, si vous voulez. Mais c'est droit, c'est cohérent, hein, c'est parallèle à la réalité. Et donc enfin, il croit posséder la vérité. Ils sont dans le secret des dieux, ou plutôt dans le secret du diable. Ils savent qui domine le monde, qui organise tout, qui opprime la presse, n'est-ce pas? Bon, presque comme vous le disiez un peu à l'instant, là, les financiers qui tiennent la presse et qui lui font dire ce qu'ils veulent bien qu'elle dise, et leur se croire dans le temple. En latin, le temple, c'est fanum. Et quand on est dans le temple, on est fanatique, c'est le fanatisme. Alors que nous, on est devant le temple, on n'est pas dedans. Nous sommes profanes. Un profane devant le temple. Fanum, le temple. Alors maintenant qu'on a ces trois critères, et j'ai oublié de dire une chose quand même, que vous auriez pu lire vous-même dans le document de l'inspecteur général d'histoire sur les Illuminati, j'aurais dû vous le dire, pourquoi les Illuminati ont-ils eu le succès qu'ils ont eu et qui fait qu'aujourd'hui encore on en parle? C'est à cause d'un jésuite. Ça, c'est ce que j'ai appris en écoutant cet inspecteur-là à Paris, parce que j'ai dû faire une formation à Paris il y a 3 ans. Un jésuite, le père Baruel. C'était un jésuite, donc convaincu que la France, c'est la fille aînée de l'Église, que la monarchie chrétienne était la plus belle des choses, bien sûr. Et ce brave jésuite, père Baruel, assiste à un événement extraordinaire qui dépasse complètement l'imagination. Il voit la monarchie sous ses yeux s'écrouler, il voit le christianisme s'effondrer et surgir à la place une forme de politique et une forme de pensée absolument nouvelle, tellement nouvelle et tellement irrationnelle, tellement peu prévisible, que ça a dû être un complot. C'est pas possible que ça n'ait pas été préparé. Surtout en France, la fille aînée de l'Église.
la plus belle des monarchies, à une époque où la France était triomphante. Est-ce que vous voyez de quel événement auquel événement pense? Bravo, très bien, absolument, la Révolution française. La Révolution française. Alors, il s'est dit, c'est pas possible, il faut que je comprenne. Et il s'est carrément exilé, il avait peur d'être, évidemment, pourchassé par les révolutionnaires. Et il a écrit 5 volumes pour prouver que les Illuminati, les francs-maçons, les juifs un peu aussi, bon, mais les francs-maçons étaient étaient à l'origine de la Révolution française. Et son œuvre a fait du bruit, quoi. A eu un effet, un impact dans la culture, ça a lancé un mouvement, là, un grand mouvement, qui s'est prolongé parce qu'après des gens ont cru nécessaire de le réfuter. Mais si vous commencez à réfuter les complotistes, d'abord on verra que ce n'est pas possible, mais vous n'en finissez plus. Et donc on lui a fait une publicité. Donc d'après cet historien, donc inspecteur général, l'homme qui est un peu le fautif, qui fait qu'aujourd'hui les Illuminati ont le succès qu'ils ont, c'est un jésuite. Paradoxe des paradoxes. Bon, alors rapidement, ça peut se déduire, je pense, c'est un peu simple. Les raisons pour lesquelles être complotiste, c'est une menace pour la vie républicaine, pas seulement pour la pensée scientifique, mais pour la vie républicaine, avec le droit de libre expression. Alors, c'est résumé pages 5 et 6. Hein. Premièrement, ces personnes mettent systématiquement en doute les explications officielles ou scientifiques. Alors, le plus grave, on l'a dit à l'instant, c'est la presse qui est mise toujours en doute. Je ne dis pas qu'elle est sainte, hein. Tout à l'heure on en parlait un peu, bien sûr, il y a sans doute des excès, sans doute. Il y a Est-ce que les complotistes ont une presse aussi? Sur l'Internet surtout, oui, bien sûr, il y a plein de sites, ils sont extrêmement nombreux. Et est-ce que c'est une presse? Non, il n'y a pas la déontologie du journaliste. Il n'y a pas les règles avec des pêches d'agence, contrôle des recoupements des informations. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Pas du tout. La différence entre les faits et les commentaires n'est pas faite. C'est un autre monde, c'est le monde du récit, avec la rhétorique, l'art de bien parler, l'art de convaincre, de persuader. Ils sont très forts pour cela. Comme malheureusement les djihadistes et les politiques. Bon, ça m'ennuie un peu de mettre djihadiste et politique dans la même phrase, mais oui. On peut dire la même chose de toutes les sectes. Mais d'ailleurs, c'est tellement important ce qu'on dit en ce moment que je crois que c'est la fin de ma conférence. Je crois qu'on devrait enseigner à l'école la rhétorique, enseigner l'éloquence, comme on le faisait autrefois. Savoir qu'avec les mots, on a un pouvoir extraordinaire. Si on sait tourner les phrases, on peut convaincre les esprits faibles ou les esprits crédules très facilement. Ça devrait s'enseigner beaucoup mieux. Alors, je crois depuis 2 ans, les nouveaux... Pardon? Il faudrait encore qu'ils comprennent le sens des mots. Vous êtes dur un peu. Oui, oui, peut-être bien, oui. Avant d'apprendre la rhétorique, il faudrait apprendre le vocabulaire. Tout reprendre à zéro, là. Vous voulez faire la révolution? Oui. Un complot, au complot. Donc, bon, encore une fois, donc la crédulité envers les versions officielles. J'ai fait une petite parenthèse comme ça, c'est un peu gênant, mais bon, un exemple qui compte, la charte du Hamas, donc le parti palestinien, contient toujours la référence au protocole des sages de Sion, alors qu'on sait que c'est un faux. Le protocole des sages de Sion, qui était là aussi la source d'un complot très connu, qui a une grosse résonance, n'est-ce pas? Sur Wikipédia, c'est très bien fait. Si vous allez sur Wikipédia, il y a un article très complet sur les raisons qui expliquent que ce protocole est un faux. On sait qui l'a lancé, comment il a été fait. Bon. Deuxième raison pour laquelle le complotisme, évidemment, est politiquement très ennuyeux, c'est que la citoyenneté n'a plus de sens pour eux. À quoi bon aller voter? C'est une mascarade. Les politiciens sont des menteurs. Tous des menteurs. Bon. Ah. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Non, mais c'est grave. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur apprendre la rhétorique.
Mais si nous la savons, nous, on pourra se méfier d'eux. Ah oui, oui. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, je crois, oui, je crois, oui, oui, oui. Oui. Bon. Et je crois aussi que dans les programmes de français, il y a la différence entre persuader, convaincre, démontrer, il y a des choses comme ça. Hein, c'est ça. Mais est-ce que c'est suffisamment, je ne sais pas, fait avec assez de force? Je ne sais pas. Oui. Et puis enfin, la troisième raison qui explique que le complotisme est dangereux politiquement, c'est évidemment le fait que l'État est toujours accusé. Hein. L'État menteur, l'État voleur, comme si on pouvait se passer d'État. Alors on entend l'État au sens du pouvoir exécutif, parce que souvent nous commettons l'erreur d'entendre État dans ce sens-là. Or, État peut être est d'abord autre chose que le pouvoir exécutif. L'État, c'est le pouvoir législatif. Nous sommes l'État. Et l'État, c'est le peuple qui fait la loi. En République, c'est ça, en tout cas. La République, res publica, c'est la chose commune. Qu'est-ce que c'est la chose commune? C'est la loi. Le peuple fait la loi, et c'est la chose qui est la règle du jeu de la vie commune. Et après, il veille à le faire appliquer par le pouvoir judiciaire. Bon. Ça, c'est la théorie, hein, c'est Rousseau. Bon. Alors, le complotiste, lui, critique toujours l'État, et en général le pouvoir, avec toutes ses failles, évidemment, le pouvoir politique n'est pas parfait, c'est bien certain. Il doit même parfois mentir un peu. C'est impossible de faire le contraire. En tout cas, il doit être... Quels sont les degrés d'en mentir un peu, beaucoup, passionnément à la folie? À la folie. Mais pour des raisons diplomatiques, pour des raisons nécessairement... Il y a au moins, en tout cas, on l'a vu tout à l'heure, les questions de secret des délibérations, secret diplomatique, secret de la protection civile, donc les agents secrets, évidemment. Des complotistes? Non, ce sont des purs. Je ne sais pas, Dans quelle mesure ils sont eux-mêmes... Ils croient à ce qu'ils disent. Parce que les complotistes ne sont pas ceux qui mènent le complot, hein. Attention. Hein. On appelle complotistes ceux qui croient qu'il y a un complot. Mais les comploteurs, on ne les voit jamais. Les Illuminati, où sont-ils? On ne les voit jamais. Et c'est ce qui fait dire à un philosophe que les Illuminati, c'est vraiment le complotisme à l'état pur. Par définition, on ne les voit pas. Mais ils sont là. Ils sont là. Alors, maintenant que nous avons ces trois critères, assez nets quand même, d'un point de vue rationnel ou logique, du complotisme sous sa forme la plus extrême, ça y est, on va pouvoir remonter un peu nos manches et les réfuter. N'est-ce pas? Étape suivante, on va les réfuter. Alors, j'ai eu beaucoup de peine à organiser la réfutation, parce que ça parle un peu dans tous les sens. Il y a plein de petits points, et j'ai essayé de rassembler les angles apparemment les meilleurs sur lesquels on puisse les attaquer. Alors on commence par le plus simple, le plus évident, et vous allez m'aider un peu à les réfuter. La question du doute. Ils se disent sceptiques, ils se disent comme de vrais scientifiques. Hein, les apparences sont trompeuses, il faut se méfier de nos sens, de ce qu'on dit, il faut étudier les détails, il faut expliquer les causes cachées des choses, comme les savants. Alors allons-y. Page 6 en bas. 6,5% des Français pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune. Juin 2016. Juin 2016. C'est pas mal quand même, hein? Alors, les arguments. Alors, il y a plusieurs arguments hein, qui expliquent que c'est un complot des Américains. Enfin, c'est le drapeau. Le drapeau qu'on voit comme ça,
flotter sur la Lune. Or, il n'y a pas de vent sur la Lune, quand même. Hein? Les Américains auraient pu penser à mieux cacher leur complot. Ça se voit quand même que c'est monté en laboratoire, quoi. Enfin, en studio de télévision. Ça ne peut pas tenir. En plus, on voit ça, c'est tremblé là. Encore si c'était tout droit, on pourrait dire, bon, il y a des tiges de métal. Vous voyez, on rentre dans les détails. C'est ça, être complotiste. Il rentre un peu dans les détails. Alors si vous commencez à dire, mais non, c'est parce qu'il était plié, qu'il a été déplié, ça a fait des plis, et on dirait qu'il y a du vent qui flotte dedans. Naïf, vous êtes naïf, va dire le complotiste. Ça ne marchera pas. Il faudrait un autre argument. J'en propose deux. Un que je vais vous donner, et l'autre, ce serait bien que vous le trouviez. Premier argument, l'argument un peu logique, on va dire rationnel, un peu comme tout à l'heure, n'est-ce pas, pour réfuter Jacques Soustelle, quand il a dit que les Aztèques avaient des pistes d'atterrissage pour extraterrestres. Bon, pareil, montrer qu'il y a une contradiction interne. Si vraiment c'était la vérité, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, est-ce qu'il serait possible de garder, de protéger pendant autant d'années ce secret? La NASA, ça n'a jamais existé. Vous imaginez? Ça n'a jamais existé. Hein? On nous a fait croire que ça avait existé. On nous a fait croire qu'il y avait Cap Canaveral avec toutes ces images. Enfin, c'est pas possible. Surtout de nos jours avec Internet, avec toutes les fuites qu'il y a, avec Wikileaks, avec toutes ces possibilités de faire fuir les nouvelles. Donc aucun des comploteurs n'aurait jamais vendu la mèche. C'est invraisemblable. Pour Kennedy, je crois que vous avez un peu... Enfin, pour le peu que je sais, je crois qu'en effet, on ne sait pas trop. Oui. Tout le monde est d'accord? Je ne sais pas. Non? Oui. Oui, je pense. Oui. Moi, je n'ai pas étudié du tout ça, mais... Peut-être. Les archives qui vont s'ouvrir, le temps, je pense, va, à un moment donné ou à un autre, faire ressortir le dossier. Espérons hein, qu'il y aura des archives, des gens qui vont parler. Alors, ceux qui auraient pu parler ont été tués, c'est un petit peu embêtant. Bon. Peut-être qu'il y a un complot. Vous voyez, on glisse vite, hein. On glisse vite. Alors maintenant, je vous attends, quel est l'argument qui prouve, mais alors c'est ça qui est drôle, cet argument, il prouve pour nous qui sommes, je l'espère, tous des gens rationnels, des républicains. Mais pour le complotiste, ça ne prouve pas. En tout cas, pour mes élèves, ça n'est pas prouvé. Hein. Il n'y a que les Américains qui sont allés sur la Lune? Si. Il n'y a que... Enfin, je crois pas. Oui, je pense. Ils sont allés plusieurs fois, une seule fois? Plusieurs fois? Plusieurs fois? Ah oui? Oui. Ah, déjà, vous voyez, hein, on ne sait pas. Bon. Oui, on va parler au moins une fois. On va simplifier au moins une fois. Au moins la première fois. Mais je crois qu'ils sont retournés, oui, je pense qu'ils sont retournés. Mais même plusieurs fois, je pense. Hein. Plusieurs. Oui, d'ailleurs, écoutez, franchement, c'est même étrange. C'est quand même étrange qu'on ne le sache pas. On devrait le savoir par cœur. C'est tellement incroyable. Non? Bon, très bien. Alors, qui dans l'Auguste Assemblée va donner l'argument qui, à mon avis, suffit pour prouver qu'en effet, réellement, un Américain a marché sur la Lune en 1969? Donc les photos, ça vous paraît une preuve? Non. Ça n'a rien de plus facile à truquer qu'une photo. Hein. Messieurs, vous êtes sur la piste. Vous avez dit à l'époque. Que se passait-il à l'époque? La guerre froide. Ah, on avance. Qui étaient les rivaux des Américains? Les Russes, qui étaient en avance sur eux. Spoutnik, Gagarine, c'est tout ça, étaient bien en avance sur les Américains. Ils étaient sûrs d'y arriver les premiers. Et alors, quelle est la preuve vraiment historique, je pense, de nature, non pas logique, mais de nature historique? Comment, oui? C'est ça. Ça leur a arraché la bouche, sans doute, de le dire. Oui, dans la Pravda. J'ai retrouvé la référence. Vous pouvez le voir sur Internet. Donc,
Voici la formule, page 5 de la Pravda, en tout petit, page 5. Au début, il parle d'autre chose. Hein. Mais tout à fait, en page 5, en tout petit, la phrase suivante, il faut le faire quand même, hein. Des habitants de la Terre sur la Lune. Ils n'ont même pas dit des Américains, non, c'est pas possible. Ah non, non c'est trop douloureux. Ça prouve rien, c'est un complot mondial, simplement. Les Américains étaient d'accord avec les Russes. Ah là, très fort, là. Ah là, très fort. Non, les ennemis mortels étaient d'accord entre eux. Bon, là, je pense que personne n'est encore allé aussi loin. Voilà. Donc c'était une dépêche de l'agence TASS, qui est une agence russe, mais qui fait son travail, hein, qui est sérieuse, hein, travail de journaliste, qui était rapporté là, en quelques lignes à la page 5 de la Pravda. Le lendemain, donc, quoi de plus fort comme argument? Les ennemis décidés, les plus convaincus, reconnaissent leur échec et n'ont jamais dit qu'ils étaient allés, ni qu'ils le voulaient. Ça s'est arrêté, hein. La recherche... Enfin, le projet russe a été stoppé. Et vous dites ça à des élèves? Oui. Peut-être. Vous êtes sûr, monsieur? La Pravda, c'est quoi? Vous savez, les communistes... Et voilà, c'est reparti. Puis d'ailleurs, vous avez encore le journal de la Pravda? Vous l'avez encore? Alors ils veulent qu'on aille retrouver le journal du jour, écrit en russe, bien sûr. Vous voyez? Bon. Alors, je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le travail historique. Les preuves historiques sont faibles. Je me rappelle quand j'étais au grand séminaire, parce que j'ai été au grand séminaire. J'ai raté ma carrière. Oui, mais on nous disait qu'il y avait plus de preuves que Jésus existait que César. C'est drôle comme argument, hein. Parce qu'à propos de Jésus, il y a eu des doutes, donc on a cherché à savoir quelles étaient les archives. On en a une, donc c'est Flavius Joseph, qui était quelqu'un qui était un opposé des chrétiens, et qui, lorsqu'il raconte l'histoire de Jésus, ne dit pas que Jésus n'a pas existé, mais il dit que Jésus était un imposteur. Bon. Mais à aucun moment, il doute de Jésus. Donc Flavius Joseph, romain, historien romain, anti-chrétien. Bon. Mais pour César, comme personne n'a douté qu'il n'a pas existé, on n'a pas cherché à prouver qu'il avait existé, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas beaucoup de pièces qui prouvent sa naissance. C'est fragile, l'histoire. Ce sont les archives, qui sont elles-mêmes des pièces fragiles, évidemment. Hein. Et comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait des grands scientifiques qui soient créationnistes? Alors ça, c'est assez différent de la question de l'histoire. Oui. Il y a des écoles Oui. entières où on enseigne le créationnisme. Oui. Alors, ça n'a pas à voir avec l'histoire. Ça a à voir avec... Par les gagnants. Comment? L'histoire est écrite par les gagnants. Alors voilà un argument qui peut être un argument de complotiste. Ce que les historiens nous disent, c'est le point de vue des triomphateurs, des gagnants, des... Moi, je crois que le pouvoir corrompt. Je crois que l'argent corrompt. Et moi, j'ai une certaine méfiance naturelle d'un peu tout, sans être forcément anti-tout non plus. Mais je crois je pense que ces théories complotistes qui vont jusqu'au ridicule parfois sont quand même un petit peu causées par un certain nombre de mensonges d'État, de scandales agroalimentaires, de scandales. Beaucoup de gens ont perdu leurs parents avec des épandages, ne serait-ce que des choses concrètes comme ça qui font perdre la confiance. Dans les dirigeants d'un pays. Puisqu'il y a quand même des accords économico-politiques quand même. On sait que parfois c'est la belle-sœur d'un tel qui a obtenu tel marché. C'est bien naturel. On le voit même à l'échelle locale. On va privilégier sa belle-sœur plutôt que le concurrent dans un appel d'offres. Donc tout ça, ça rend méfiant les gens. Et donc les gens peut-être plus fragiles, de la méfiance, vont passer à quelque chose d'un peu plus excessif. Vraiment méfiance. Par degré, Voilà, par degré, cette notion d'accord. de degré, pour moi, elle est... Qu'il y a eu des mensonges d'État, il y a eu des mensonges d'État, évidemment. Et donc, Bien sûr. ça crée On a plein d'exemples en tête, oui, bien sûr. du citoyen. Dans le monde de la médecine, il y a plein d'exemples de molécules validées par les scientifiques qui étaient de mauvaises molécules. Enfin, le scandale de Mediator,
Quand on voit qu'il a fallu qu'une femme toute seule se batte et qu'elle subisse des menaces de mort, paraît-il. Une femme toute seule, hein, personne ne l'a soutenue. Quand elle avait en face d'elle les associations d'État pour la mise en vente des médicaments, les lobbies. Mais alors, le pire, c'est ça, l'association qui met les mises sur le marché, qui est faite par des personnes qui représentent l'État, qui étaient réunies et qui venaient écouter madame, dont j'ai oublié le nom. Franchement, merci. On commence à voter à propos du médicament. Vous savez ce qu'ils font? Ils quittent la salle pour que le quorum ne soit pas réuni. Évidemment, si le nombre de personnes n'est pas réuni, on ne peut pas voter. Et comme ça, le vote n'a pas eu lieu. Et comme ça, c'est ça. Et Servier peut continuer à vendre son médicament. C'est Machiavel. Oui, c'est ça. La façon de diriger. Oui. Pragmatique. Hmm. On veut ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu des mensonges, enfin des. Il y a tellement d'argent derrière que tant pis pour le mal. C'est ça. Oui. On continue, quoi. Mais de là à dire que la science historique est faite par les vainqueurs, je pense que ce n'est pas la science historique, c'est la version officielle. Mais l'historien, par métier, il est contre la version officielle. C'est son travail. Ah oui, l'historien de métier, il dit « Attention, c'est pas ce qu'on a dit, regardez. » L'auteur de l'histoire, on va dire chez nous, c'est César, avec la guerre des Gaules. Il a écrit la guerre des Gaules pour paraître un grand narrateur de la France, des Gaulois, l'appel des Gaulois, pour se créer sa légende et ensuite à revenir à Rome pour justifier. Très bien, d'accord. Oui. Donc, mais ça, c'est vrai Oui. au travers De tous les grands responsables au roi historique. Oui, oui. censé être passé entre l'Ancien Régime et le Nouveau Régime de l'ombre à la lumière, alors que beaucoup de choses avaient été mises en place sous l'Ancien Régime, qui ont été maintenues et poursuivies après la Révolution. Donc, on peut aussi, l'historien est censé n'apporter que des faits. Oui, c'est vrai que César n'était pas historien. Interpréter ces faits au travers, par exemple, de notre vision actuelle, interpréter les événements qui se sont passés dans un contexte historique où les mœurs étaient différentes, etc., où quand on prenait une ville, on massacrait tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, enfin tout ce qui vivait, aujourd'hui ça va nous choquer, mais avec notre propre vision des droits de l'homme, du respect de la vie, etc. Alors qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait. Dans l'Égypte ancienne, on ne faisait pas de prisonniers. On massacrait tous ses ennemis. C'était. Enfin, les Juifs sont devenus esclaves après. Non, mais bien sûr. Voilà, soit ils se soumettaient et éventuellement. Je pense que nous pouvons être d'accord, l'histoire est à peine une science. C'est la moins science des sciences, la moins scientifique des sciences. Bien sûr. Mais peut-être la plus importante. À partir du moment où il y a des faits, on peut les interpréter. Oui. Alors les mots que vous avez employés, hein, les faits, il faut bien se rappeler, c'est une petite remarque d'épistémologie, les faits sont faits. Ils ne sont pas donnés. Ils sont construits. Oui, donc alors après, on peut réfuter Oui. Les constructions. Comment on construit les faits? l'authenticité de la pièce. C'est ça. Comme la guerre de Gaulle. Oui. Et les archives, il faut toujours les interpréter. Une archive ne parle pas toute seule comme ça. D'ailleurs, Bien sûr. des chrétiens, on n'a pas une vidéo, pas une photo, rien. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, rassurez-vous, la vidéo, la photo ne prouvent rien. Hein. Pour un historien, c'est le presque zéro de valeur documentaire. Hein. Il n'y a jamais un lion qui a témoigné. Oui, oui. Donc là, ça c'est un préjugé que beaucoup de jeunes partagent, ça. Et sur YouTube, là, ils voient les images, les vidéos, donc c'est la vérité. C'est tout le contraire. C'est le plus bas degré de la vérité, là, ce qu'on voit avec nos yeux. C'est pas notamment chez le médecin, mettons, il y a des photos de nos os, une radio de nos os. Nous, on regarde là, on ne comprend pas. Le radiologue, lui, va interpréter, parce qu'il a une science qui lui permet de lire la radio. Donc il faut savoir lire les images. Le savant, c'est interpréter l'image. Mais une image toute seule ne veut rien dire. Ou n'a pas de contenu de connaissance, bien sûr. Bien sûr, oui. Ça me fait penser à un beau sujet du baccalauréat. L'histoire, virgule, science impossible et savoir indispensable, point d'interrogation. Donc science impossible, je crois que c'est une science impossible. Alors, pourquoi en un mot? Il n'y a pas de loi en histoire. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Et le plus grand historien du monde est absolument incapable de prédire une heure de l'histoire de l'humanité, ou même d'une région, ou même de son quartier.
N'est-ce pas? Il n'y a pas de loi. Et en même temps, savoir indispensable, parce que je crois que si nous oublions d'où nous venons, qui sommes-nous? Nous sommes tous là des fils de la Révolution, n'est-ce pas, non? Des républicains, hein? Avec le droit de faire libre usage de notre raison et le droit à la liberté, non? Allons aux enfants, bon, je ne sais pas. Hein? Ici, on oublie ça. Donc, savoir indispensable. S'il fallait ne retenir qu'un seul savoir dans les lycées, ce serait l'histoire, finalement. Mais c'est le plus fragile. Paradoxe. Bon, voilà. Deuxième remarque, alors. Et tout ce que je fais maintenant, ce sont des remarques faites d'un point de vue d'un scientifique. Vous voyez, un scientifique qui dit, mais les hommes ont marché sur la Lune, la preuve de nature historique. La preuve, l'historien prouve que la Pravda, 269, dit que, voilà. Parce qu'après, il y aura des réfutations d'un point de vue philosophique. Alors la différence, elle est simple. La science, elle applique des méthodes, et le scientifique va dire si la méthode est bien appliquée ou pas. Et le philosophe, lui, il va interroger la méthode elle-même. Que vaut la méthode? Alors que le scientifique admet la méthode. Différence qu'on peut faire qui me semble assez claire et en tout cas utile. Deuxièmement, le hasard. Il n'y a pas de hasard pour un complotiste. Par exemple, les initiales des noms des mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Jason, la toison d'or. Mais non, c'est du hasard. Vous voyez, tout de suite, on va apparaître des noms, des choses comme ça, dans les photos des visages, dans les... Non, mais c'est vrai, franchement, c'est du hasard. J'espère que tout le monde le croit, n'est-ce pas? Il n'y a pas des Grecs qui ont réussi à faire que Jason surgisse dans la... Non. Donc là, c'est une question un peu compliquée. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas? J'ai essayé de définir le hasard d'un point de vue un peu scientifique. Qu'est-ce que c'est que le hasard? C'est très vague, hein, très confus. Je donne la définition de Cournot, qui est une bonne définition pour les scientifiques. On appelle hasard la rencontre de deux séries de causes indépendantes. Donc ça suppose que dans le monde, tout ne se tient pas. Qu'il y a des séries de causes indépendantes. Alors, un exemple simple, je sors de chez moi pour aller, mettons, voter. En République, c'est possible, encore. Bon. Un coup de vent, une tuile se lève du toit et me tombe sur la tête au moment où je sors de chez moi. Hasard. Il y a une série de causes qui sont des causes de l'action, qu'on appelle des causes finales. Je me lève de mon siège pour prendre ma veste, prendre les clés, sortir de la porte. Tous les mouvements de mon corps s'expliquent par un but qui est aller voter. Ce qu'on appelle une causalité finale. Et de l'autre côté, le vent se lève, parce qu'auparavant, il y a eu un ouragan, je ne sais pas trop où. Enfin bon, il y a toute une série de causes qu'on appelle mécaniques, où là, il n'y a pas un but qui dirige, mais au contraire, c'est l'effet qui résulte de la cause. La cause d'abord, l'effet ensuite, etc. C'est dans l'autre sens. Et ces deux séries, les séries mécaniques et la série finale, se rencontrent. On peut aussi faire des rencontres de séries mécaniques. La tuile qui se lève, et au même moment, l'avion dans le ciel qui passe le mur du son. Ça n'a pas de rapport. Ou autre chose, une pomme qui tombe, enfin je ne sais pas, n'importe quoi. À chaque instant, il y a des milliers et des milliards comme ça d'événements qui se rencontrent, qui peuvent produire de nouvelles suites en s'étant rencontrés par pur hasard. Ce qui s'appelle aussi le cercle rouge, on va dire, c'est que tout un ensemble d'éléments sont amenés à un moment donné à se retrouver. Ah, c'est l'expression cercle rouge. D'accord. Rouge, alors je sais plus si c'est... Qui a donné son nom à un film. Oui, bah d'ailleurs, au début du film, il donne la définition. Ah, d'accord. Puisque tous les personnages Melville. du film, le film de Melville, tous les personnages du film se retrouvent à un moment donné dans le cercle rouge, que ce soit Bourville comme commissaire, Mouton, tous ces acteurs donc, se retrouvent dans le cercle rouge. C'est la concordance de ces éléments C'est ça. différents, mais qui se retrouvent Par accident. par accident. Alors, ça nous permet d'avoir un bon critère pour distinguer l'hypothèse de complot qui existe, et des complots. On a le droit de faire des hypothèses concernant des complots.
pharmaceutique, financier, donc c'est sans doute. Et l'hypothèse complotiste. L'hypothèse complotiste n'obéit jamais au principe d'économie en science. Il y a un principe d'économie en science, c'est que l'hypothèse la meilleure, c'est la plus simple. Comment vous disiez? Oui? C'est la plus simple, la meilleure, la plus simple, celle qui est la moins riche en contenu. Alors je prends un petit exemple tout bête là d'Aristote, parce que je crois que c'est tout ça, enfin les débuts de l'épistémologie, de ce que c'est que la science, c'est Aristote, hein, le philosophe grec. Pour expliquer une éclipse de lune, on peut faire plusieurs hypothèses. La lune qui devient noire, c'est parce qu'elle pivote sur elle-même. Il y a une partie noire. C'est possible. Hein. Ou il y a une extinction partielle. Elle brille, comme si elle était phosphorescente. Puis il y a une partie brusquement qui s'obscurcit. Autre hypothèse, mais la plus simple des hypothèses, surtout quand on voit la forme de l'ombre sur la Lune, c'est qu'il y a un objet rond ou sphérique qui est... Et lequel? La Terre, bien sûr, la Terre. La Terre. Donc Aristote dit, la meilleure hypothèse, parce que c'est la plus simple, c'est l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil qui explique l'éclipse de Lune. Peut-être qu'il y a d'autres hypothèses, mais c'est la plus simple, donc on la prend. C'est ce que dit Aristote, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'une hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Un modèle. Voilà, c'est ça. Très bien, c'est ça, un modèle. Absolument. Bon, je vais un peu plus vite après. Alors, il y a tout un tas de recherches actuellement pour chercher à comprendre comment les complotistes sont des personnes qui poussent très fort, qui exagèrent des tendances que nous avons tous à interpréter dans la vie de tous les jours des phénomènes. Notre cerveau est un calculateur de probabilité. Dans page 8, vous avez un monsieur qui est très important, monsieur Dehaene, Stanislas Dehaene au Collège de France, qui fait un cours là-dessus, le cerveau calculateur. Alors, il ne faut pas rentrer dans les détails, on va retourner à l'école et refaire des probabilités, ce sera un peu long de se mettre d'accord là-dessus. Mais il y a un cas plus simple, c'est les pareidolies. Connaissez-vous les pareidolies? Para, en grec, c'est à côté, ça ressemble. Et vous connaissez? C'est ça. C'est ça. Alors, eidos, en grec, bon. Eidos, l'image, l'apparence, ça donne aussi le mot idée. Bon. Idole aussi, absolument, oui. L'idée, l'apparence. Donc, il y a des formes, par exemple les visages dans les nuages, dans des formes d'arbres. Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Dans les rochers, Bon. Donc, c'est comme des visages, comme des formes qu'on croit reconnaître dans les fumées, dans les vents. Et alors j'ajoute une chose qui est mal connue aussi. À propos des biais cognitifs, on croit que les données, quand on observe quelque chose, spontanément, on croit que tout ce qu'on doit voir doit être le même que ce que les autres voient. On croit à ça. En fait, c'est faux. Et dans toutes les écoles de police, je le rappelle rapidement, si il y a un accident, on interroge les témoins, on demande que... Voilà, c'est ça. Et si par hasard, tous les témoins étaient d'accord sur ce qui s'est passé, voilà, il y a une cabale. Alors, une cabale. Peut-être pas un complot, mais on dira une cabale. Mais pourquoi pas un petit complot? Mais oui. Puis il y a un petit biais, un autre biais cognitif que je ne peux pas m'empêcher de vous donner, parce que peut-être qu'il va résonner pour certains d'entre vous ce soir-là. Les complotistes croient que quand les hasards s'additionnent, ça rend la chose encore plus probable. Les hasards se renforcent les uns les autres. D'où ma question, est-ce que le train qui arrive en gare de Troyes, s'il arrive justement, voilà, arrive-t-il en retard plus souvent qu'il arrive à l'heure, ou bien arrive-t-il en retard à cause de la neige? Il est en retard parce que
c'est plus fréquent qu'il soit à l'heure, ou est-ce qu'il faut plutôt dire qu'il y a plus de chances qu'il soit en retard quand il y a de la neige? Oui. Déjà, oui. Alors les gens croient que quand on dit qu'il arrive en retard à cause de la neige, ça exclut le fait qu'il soit en retard pour d'autres raisons. Non, pas du tout. Non, non. Et en vérité, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs hasards qui s'additionnent qu'il y a encore plus de probabilité que ça arrive. Au contraire même. Alors c'est dur à admettre, ça, mais c'est une faute qu'on apprend au lycée en principe, hein, que les probabilités, quand elles se multiplient, deviennent plus faibles. 1,5 multiplié par 1,5, ça ne fait pas 1, ça fait 1/4. Mais spontanément, on ne croit pas ça. Mais ça, c'est pas une probabilité. Si, mathématique. C'est pas une probabilité, 1,5, ça. Ah ben, alors la probabilité, c'est un rapport. C'est un rapport des cas possibles sur les cas favorables. Bon, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail de... Ce qui est étrange, c'est que dans la vie de tous les jours, on a besoin de nous tromper un peu pour vivre. Donc on va interpréter dans les pareidolie, hein, ça peut nous servir. Peut-être bien qu'il y a une forme qui est un vrai danger. N'est-ce pas? Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, donc on ne sait jamais. Si on voit une forme, peut-être que... Et puis s'il y a des hasards qui se produisent, un peu des choses étranges qui se produisent, peut-être qu'il y a quelque chose qui se produit, même si mathématiquement c'est faux. Alors les complotistes, oui, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à exagérer des tendances que nous avons nous dans la vie de tous les jours. Les pareidolie, ça nous arrive à tous. Mais eux, ils vont, c'est ça. Voilà, ils vont exagérer, excéder dans ce sens-là. Ils vont amplifier cette tendance. Oui, mais là, on n'est pas en train d'essayer de réfuter, là. Ben, disons, on se place au point de vue du scientifique, et le scientifique dit ils ne savent pas faire de la science, ils vont trop loin. Notre tendance, mettons, quand on voit des formes dans des nuages, c'est le cerveau qui est fait comme ça. C'est le cerveau qui calcule. On a une tendance innée à reconnaître des formes dans... Et sans doute pour vivre. Alors on se met à la place de l'homme primitif qui vit, n'est-ce pas? Il peut y avoir un animal sauvage dans les environs, donc apprendre vite à reconnaître des formes pour les fuir, c'est vital. Bon, par exemple. Il n'y a pas besoin d'être complotiste pour fonctionner comme ça. Ah, pas du tout, non, au contraire, vous avez raison, c'est ça. Nous sommes tous comme ça. Alors, mais sauf que eux, ils vont beaucoup plus loin. Il y a... On parlait tout à l'heure de Confirmation d'hypothèse. Parce qu'ils partent du postulat qu'il y a un complot, et après ils vont piocher dans la réalité, qui va confirmer leur hypothèse. Exactement. Et ce n'est pas une explication scientifique. Exactement, c'est ça. Alors justement, à propos de science, là maintenant, on se place au point de vue du philosophe. Je vais aller peut-être un peu plus vite parce qu'il est déjà un peu 20h. Bon. Mais les complotistes croient que la science, c'est la vérité. Que ce n'est pas possible qu'une pensée soit scientifique, en même temps fausse. Mais c'est fou. La pensée scientifique, ce n'est pas la vérité. C'est la méthode pour trouver la vérité. Le savant applique une méthode. S'il l'applique bien, c'est de la science. Mais il peut se tromper. Alors un exemple qui est drôle, que je trouve drôle, amusant, qui est connu, c'est la preuve par Lucrèce que la Terre est plate, que je vous rapporte dans le document. Il dit la Terre ne peut pas être ronde, c'est pas possible, parce que si elle était ronde, qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté? Je suis sur Terre, n'est-ce pas? Si la Terre est ronde, il y a les pieds opposés, comme on dit, les pieds opposés, les antipodes. Antipodes. Un antipode, ça veut dire les pieds opposés, en latin, n'est-ce pas? Podos. Or, les pieds opposés, c'est pas possible quand même. J'ai beau marcher pendant très longtemps, ça ne se met pas à glisser par là, ni par là. C'est toujours plat, plat, plat. Et puis, admettons, alors preuve par l'absurde, admettons qu'il y ait des antipodes. On passe sous silence le fait qu'ils aient la tête en bas, qu'ils aient le sang qui monte à la tête, et bon, pour manger, tout ça, pour boire, compliqué. Bon, mais il faut qu'il y ait de la colle, là. Elle est où, la colle?
la colle pour tenir les pieds sans arrêt. Parce qu'on tombe, n'est-ce pas? Donc, alors bien sûr, vous allez dire, ah, il leur manquait l'idée de gravitation. Bon, oui, c'est vrai. Mais bon, à l'époque. Hein. Et deuxième chose, le vide, c'est un argument que j'aime bien, le vide ne supporte rien. On ne peut pas s'appuyer sur le vide. Donc là, il n'y a pas du côté de la tête quelque chose qui s'appelle le vide et qui va permettre de... Voilà les trois arguments de Lucrèce. Donc, la Terre est plate. Ce qui d'ailleurs correspond à peu près à ce qu'on voit. Mais il ne dit pas la Terre est plate, parce que je vois qu'elle est plate. Ça, ce ne serait pas de la science. Le fait qu'il raisonne, ça c'est de la science. Pour lui, il n'est pas possible qu'il y ait, en un mot, un centre du monde. Il n'y a pas de centre du monde, il n'y a pas de centre même de la Terre, qui attirerait toutes les choses. Toutes les choses tombent de haut en bas, éternellement. Alors c'est dur à comprendre, c'est la théorie de Lucrèce. Tout tombe éternellement de haut en bas. Bon, pour lui, c'est ça qui est rationnel. Mais c'est ça. Même je vais m'aller plus loin, c'est la preuve d'après, qui est peut-être mal connue aussi. La science n'est certaine que de ses erreurs. Quand elle trouve la vérité, elle n'est pas certaine. Alors, on ne va peut-être pas être trop long, mais je peux au moins... Enfin, ceux qui voudront s'en convaincre pourront lire dans le détail. Mais c'est ce qu'on appelle la vérification des hypothèses. On croit, quand on vérifie une hypothèse, qu'on la rend vraie. C'est le mot même, vérifier. Vere, verum en latin c'est vrai, facere c'est faire. Donc vérifier une hypothèse, c'est la rendre vraie. Alors l'exemple, donc, on dira, par exemple, si le médicament est efficace, alors je guéris. Ça, c'est l'hypothèse. Il y a une cause, efficacité des médicaments, et il y a une conséquence qui est observable, qui est la guérison. Maintenant, je vais vérifier. Or, je guéris, vérification, et on a envie tous de dire, donc le médicament est efficace. Eh bien, c'est une faute de logique. C'est mal connu, hein. C'est à cause des mots, peut-être vérification, qu'on se trompe. Alors, pour le faire comprendre, il y a un exemple très simple que je mets aussi. Hein. Parce que ça ne paraît pas possible qu'on... Ben si. Admettons le rapport entre français et européen. Si je suis français, je suis européen. Or, je suis français. Et alors? Peut-être que je suis européen. Mais je peux aussi être allemand, italien, espagnol. Vous voyez, c'est le rapport entre l'hypothèse et la conséquence. L'hypothèse, la conséquence, ça c'est le raisonnement abstrait. Maintenant, vérification. Or, la conséquence, je la vois, elle est observée. Et on a envie de dire donc, on n'a pas le droit de le faire. Quand l'hypothèse est vérifiée, elle est simplement en fait probabilisée. Il est possible que ce soit vrai. En fait, le seul cas où je suis certain, c'est le suivant. Quand je dis, si je suis français, je suis européen. Or, je ne suis pas européen. Ah ben alors là, je ne suis pas français non plus, parce que l'européen est plus grand que le français. Si le médicament est efficace, je guéris. Or, je ne guéris pas. Ah non, ça va, le médicament n'est pas efficace. Je peux le dire. Par contre, bien les médicaments que nous prenons, nous croyons que c'est grâce à eux que nous guérissons. Non, peut-être que nous guérissons spontanément, pour d'autres raisons. Hein, bon, alors tout ce qu'on appelle les placebos, exactement, c'est ça. Voilà, et puis, peut-être pour ne pas être trop long, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un document, donc vous pourrez piocher. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des philosophes qui ont pensé que tout était comme un complot, que tout se tenait, et que même ce qui paraît irrationnel, comme la voyance, la prédiction, ça pouvait avoir sa place dans une philosophie? Mais oui, il y en a eu. Alors, il y en a eu plusieurs, mais j'en cite un, longuement ici. C'est le philosophe Leibniz, qui pensait, lui, que les voyants, les devins, les personnes comme ça, les rebouteux, vous savez, qui ont des pouvoirs étranges, tout ça lui paraît possible dans le cadre d'un plan divin où tout est prévu d'avance, dans l'infini détail. Ce qui fait que nous ne comprenons pas, c'est que notre intelligence est illimitée. Mais si nous étions du point de vue de Dieu, nous comprendrions que tout se produit de manière absolument nécessaire. Et il a l'expression suivante, tout conspire vers un même but. Tout conspire.
Hein, c'est le mot des conspirationnistes. Hein. Tout pour lui. Alors quelle différence avec les complotistes? Est-ce que Leibniz est un complotiste? Alors pas du tout. Parce que si le plan de Dieu est caché, ce n'est pas que Dieu veut nous cacher des choses. Dieu n'est pas un menteur, n'est pas un cacheur. Il ne cherche pas à faire le mal. C'est simplement notre intelligence qui est limitée. C'est tout. Donc j'ai vraiment souligné cela, n'est-ce pas? Dieu n'a pas d'intention mauvaise, son plan n'est caché qu'en raison de nos propres limites. Et je le souligne dans la page 11, n'est-ce pas? Désigner des ennemis qui soient à la fois les causes uniques de tous les événements du monde et les grands manipulateurs des apparences, ça c'est propre à la pensée complotiste. Et jamais la mythe dit Dieu est la cause de maligne, méchante du désordre du monde. Très bien, je vous lirai la suite qui va dans le même sens. En conclusion, pour pouvoir laisser la place à quelques questions, s'il y en a quelques-unes, pour terminer, c'est un phénomène à double face, le complotisme. C'est un phénomène récent qui, s'il se produit, n'est pas, alors c'est le cas de le dire, n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a pas, on peut expliquer là un peu. Je pense que si ça arrive, c'est parce qu'il y a toute une part du public qui est rejetée par les études, la connaissance. Il y a l'Internet. Il y a des gens qui se sentent exclus, qu'on tient en dehors de la recherche savante, en dehors de la République même. Et qui sont déçus. Alors c'est embêtant, mais c'est comme ça. Et je pense que ça ne peut pas être autrement. Déçus par la science, mais la science ne peut pas apporter la vérité absolue. On vient de le dire à l'instant. Hein. La science sont toujours des hypothèses probables, pas plus, que des hypothèses. Il y a même une phrase d'un grand philosophe que je cite, il dit « La science, c'est l'hypothèse à l'infini et la vérification à l'infini ». Donc si vous voulez avoir des certitudes, mesdames, messieurs, quittez la science, faites de la philosophie peut-être, ou je ne sais pas, ou de la métaphysique, ou ayez une foi religieuse peut-être. Bon. Et la démocratie. Deuxièmement, la démocratie est décevante parce que la démocratie, ce n'est pas la certitude. Dans la mesure où les lois que nous nous donnons, elles sont toujours discutables, imparfaites. La démocratie, c'est le droit à la délibération publique. On peut toujours critiquer les décisions, les améliorer, en changer, et parfois on se trompe. Il est possible qu'à la majorité, nous votions des choses injustes. La peine de mort, par exemple. Non? Ou mettons qu'un peuple décide d'être raciste à la majorité. Ça s'est vu. Hitler a été porté au pouvoir de manière démocratique, et son programme était, tout de même, me semble-t-il, raciste. Bon. Donc, fragilité de la démocratie qui est décevante. Hein. En plus, dernière chose aussi, sur la démocratie, on gouverne par compromis. Les jeunes sont idéalistes, ils ne veulent pas le compromis. Les jeunes veulent des idéaux qui les motivent, qui les transportent. La démocratie, c'est toujours la moyenne des voix. Les extrêmes ne comptent pas, c'est le plus grand nombre, c'est la fameuse courbe de Gauss, vous savez, là, la moyenne, le plus grand nombre. Bon, voilà. Et l'autre côté, par contre, alors le côté négatif, on en a suffisamment souligné, l'autre côté du complotisme, c'est évidemment le côté anti-républicain. Et là, en un mot, il faut que l'école joue son rôle. Moi, il me semble que la faute, on peut le dire peut-être, revient à l'école, qui n'apprend pas les sciences comme elle devrait l'apprendre, à mon avis. Qui n'apprend pas la modestie de l'esprit scientifique, mais le sérieux de l'esprit scientifique. Il n'y a pas d'autre vérité partageable que la science. Hein. Si vous en connaissez une autre, de vérité objective. Hein, alors évidemment, c'est encore une fois relatif, prudent, mais il n'y en a pas d'autre. J'ai des collègues qui n'y croient pas. Hein. Des collègues, des professeurs de physique qui oh, tu sais, moi, j'enseigne la physique, c'est tout. Hein. Je ne cherche pas à empêcher les élèves de croire à ceci ou à croire à ça. Tu sers à quoi alors? Ils ont renoncé à répandre les lumières de la raison. Comme si la physique, c'est ce qu'on croit en classe de physique. Dès qu'on quitte la classe de physique, ça y est, c'est fini. C'est le monde très compliqué où on croit un peu ce qu'on veut.
chacun son opinion. Bon. On pourrait parler de la formation des enseignants aussi. Totalement, totalement, totalement. Et votre question tout à l'heure sur le créationnisme, très bon exemple, mais on ne va pas s'arrêter dessus parce que ce sera un petit peu trop long. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais peut-être le sujet était énorme, donc j'ai un peu dépassé le temps. S'il y a des questions, mesdames, messieurs, des remarques, des critiques, n'hésitez surtout pas. Libre question, libre critique. Est-ce que les complotistes ne sont pas des gens qui ont besoin d'avoir plus peur que les autres pour exister? Ah, c'est une drôle de question, oui. Oui, parce que si l'humain ne connaissait pas la peur, est-ce qu'il aurait besoin de Oui. s'imaginer? Peut-être qu'il y aurait plus de complotistes. Mais leur doute n'est pas philosophique, il est uniquement négationniste. Oui. Il est excessif et il n'est pas retourné contre lui-même. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. Parce que le doute philosophique, Avoir peur, oui. évidemment, mais douter, ça n'est pas obligatoirement nier. Ah, si vous permettez, je reviens à la question de monsieur, parce que votre question était très intéressante. Je pensais à une chose. Il y a des philosophes qui ont dit qu'on avait peur dans la mesure où on avait de l'espoir. Parce que si on espère quelque chose, on a peur de ne pas l'obtenir. On espère que des choses qu'on ne peut pas obtenir par nous-mêmes. On attend que ça arrive, par chance. Donc peut-être qu'ils ont peur parce qu'ils ont de l'espoir que le monde soit dévoilé, que les méchants soient punis, que justice soit faite, que les grands comploteurs soient démasqués, et qu'enfin, dans la grande apocalypse terminale, enfin, que leur vérité soit reconnue. Peut-être, vous voyez. Ah, peut-être. Mais alors, ça me paraît très profond. Je crois que les complotistes sont plus des gens qui cherchent à croire quelque chose plutôt qu'à savoir. C'est ce que j'allais dire, ils ont surtout besoin d'avoir des certitudes. C'est ça, c'est ça. Je crois. C'est un modèle très économique de réfléchir, on admet, on croit, et puis... Exactement, il me semble que c'est cela. C'est le contraire du doute. Oui. Au contraire, c'est ça qui les rassure, parce que le doute fait peur, alors que les certitudes rassurent. Alors justement, à propos de ce que vous dites sur le doute, oui, voilà. Alors je crois qu'ils ignorent le doute scientifique. Le doute scientifique, c'est l'hypothèse. Supposons que, mais si c'est vérifié, on n'est pas certain. Le doute scientifique est limité. On doute des apparences, mais pas totalement. Il faut bien qu'il y ait des apparences. Bon, par exemple, que vous soyez géocentriste, croire que la Terre est au centre du monde, ou héliocentriste, croire que le Soleil est au centre, que la Terre tourne autour du Soleil, non pas l'inverse, les apparences restent les mêmes. Si vous dites que la Terre est immobile au centre du monde et que le Soleil tourne autour, ou si vous dites au contraire que la Terre tourne autour du Soleil, l'apparence est la même. Ce qui change, ce n'est pas l'apparence, c'est l'explication que vous donnez de l'apparence. Voilà. Donc les scientifiques ne doutent pas de l'apparence, ils doutent de la cause, de l'explication de l'apparence. Est-ce que l'apparence que la Terre est immobile et plate est vraie ou pas? C'est ça. Mais l'apparence reste la même. Voilà pour le scientifique. Je crois qu'il il veut des apparences, ce qu'on appelle en grec des phénomènes. Donnez-moi un phénomène, dit un savant, je vais raisonner. Mais il n'y a pas de phénomène. Les Illuminati sont où? Ben, le savant il va dire il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme les fantômes. Apportez-moi une photo de fantôme. J'y croirai. On a... Bon, oui, c'est ça. Oui. Je ne crois pas qu'on en ait encore, si. Mais vous savez que les photos, il paraît qu'elles sont pas justes. Hein. Oui, mais une vraie photo, pas le soir avec en plein jour, comme ici, n'est-ce pas? Un fantôme, ici. Qu'on puisse photographier, ben c'est ça. Bon. Donc, il n'y a pas de phénomène, la science ne peut pas commencer. Et d'un point de vue philosophique, madame, alors là, le doute philosophique, il l'ignore aussi, parce que le philosophe, tous les grands douteurs, tous les grands sceptiques philosophes, ont fini par aboutir à une certitude. Alors, une idée peut-être, mais tous. Par exemple, le plus grand, alors je cite dans votre petit livret, le plus grand des sceptiques, dit-on, David Hume. Et Hume dit, mais bien sûr que si, il y a une certitude. Et pour lui, elle est très simple, c'est la sensation. Voilà, ce que je sens là. Personne ne peut en douter. Ma douleur là, quand j'ai mal, ça, je ne peux pas douter. Alors après, ce que c'est, est-ce que c'est matériel, est-ce que c'est spirituel? Ça, c'est de la philosophie. Donc il doute de la philosophie, hein, il se méfie. Hein, il envoie, je ne sais pas vous lire le texte, là, il y a une citation un peu longue, il est très sévère envers les religions et les philosophes. Hein. C'est ce qu'on appelle un empiriste. Vous voyez. Il croit ce que ses sens lui donnent. C'est tout. L'expérience, c'est ça, le vécu. Il y a des perceptions qui sont
Oui, 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 très bien, très bien, très bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, il le sait, hein. Oui, oui. Oui, oui. Très bien. Y a-t-il encore peut-être une... Ah, allez-y. Par exemple, si on prend un ado aujourd'hui ou une personne aujourd'hui entre, je pense, 12 et 24 ans, je pense que par jour, elle doit passer peut-être au moins 2 heures sur YouTube. Passer 2 heures sur YouTube, essayez simplement de mettre, par exemple, vous vous intéressez à l'égyptologie, vous allez tomber sur une vidéo sur les pyramides. Tout de suite, en fait, comment en fait l'application va gérer votre profil, elle va systématiquement vous remettre une vidéo ou plusieurs sur le même sujet. Et en fait, beaucoup de médias aujourd'hui créent des bulles de réflexion dans lesquelles vous allez mettre un sujet et après vous allez tout le temps avoir la même. Moi, par exemple, chez moi, j'ai une PlayStation 4 et je ne vais jamais sur YouTube. Mais la seule chose Pourquoi? que j'ai fait une fois, parce que je suis entre les deux. Ah, d'accord. C'est pas par refus de... Très bien. Puis non, du coup, je vais sur d'autres, regarder avec d'autres choses que YouTube. Pour cette raison-là. Et en fait, j'avais une fois été regarder une vidéo parce que j'ai eu quelque chose d'amusant par rapport à l'Égypte et tout ça. Et dans mon entourage, on s'en occupe beaucoup. Et depuis, tout le temps, en fait, petit à petit, en fait, on se rend compte que je suis passé de l'Égypte aux Martiens. Et aujourd'hui, j'en suis ah bon? Alors à la matrice. On est tous dans une matrice. La Terre plate, tout y passe. Mais au final, je le vois j'ai essayé sur mon téléphone, sur plein de trucs, systématiquement, en fait, lorsqu'on va sur un sujet, on se retrouve aspiré, c'est ça, d'accord. Et je pense que si aujourd'hui, ça ressort, ça devient planétaire comme phénomène, c'est aussi par rapport à ça. Lors des dernières élections aux États-Unis de Trump, peu de temps après, tout le monde s'en est rendu compte. Non, les fake news et tout ça, apparemment, Exactement, ça a joué exactement. un rôle essentiel. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas j'ai l'impression, on n'avait pas vraiment le recul de mesurer l'ampleur de ce que ça pouvait faire. Mais là, on s'est rendu compte que sur une durée de 6 mois d'élection, un petit peu plus même, mais vraiment au cœur du truc, c'est énorme. Et ce qui se passe avec tout le complotisme qui existe, je pense que c'est pas même pas, c'est pas par rapport aux technologies, c'est par rapport aux personnes qui dictent les règles, les nouvelles règles de profilage, je sais pas comment on dit ça. Et donc peut-être favorable à quoi? Une réglementation des grands réseaux sociaux, Facebook, Google, l'éducation. Prise de conscience sur le C'est toujours ça, c'est la question de l'éducation. Il faut savoir que c'est un danger. Enfin, ça peut Qui va éduquer les éducateurs? Les parents. Je crois que les gens ont de plus en plus conscience quand même qu'on est manipulé de plus en plus dans tous les domaines. Et je pense que ça doit favoriser quand même ces théories de complot. Ah oui, oui. Hein, je veux dire, il y a une insécurité, on se sent... on sait bien avec les big data, de toute manière, qu'on va vers un monde hyper formaté, ce qu'il disait monsieur. Hein. Maintenant, l'information, on vous présente, c'est un package, on vous présente ce qu'on veut bien vous faire avaler, quoi. Hein. Si on n'a pas le sens critique, si on n'a pas conscience de ça, terrible. Hein. Mais je crois quand même qu'il faudrait contraindre les réseaux sociaux à éliminer ce qui est inacceptable. Enfin. Oui, bien sûr. Surtout qu'on ne voit pas la différence entre ce qui est officiel Et bien sûr, bien sûr. visuellement, on ne sait pas en fait. Oui, ah oui, encore plus, bien sûr. Oui, oui, oui. Des fois, on regarde une pub C'est identique. et on se demande si c'est une Bien vraie sûr. info, mais non, c'est une pub. Ah oui, l'image visuelle est extrêmement trompeuse. Ah oui, là, bien sûr. Il y a un logo maintenant, image non retouchée, qui va être obligatoire déjà. Pour plus qu'on reçoive des images, le trafic est plus. Vous avez entendu ça? D'accord. Il n'y a pas de complot pour... Non. Très bien, très bien. Eh bien, un grand merci à vous tous, mesdames, messieurs, de cette participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.